Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 29 mars 2018, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, plus de 30 millions de dollars seront investis sur les routes dans Port-Neuf au cours des 2 prochaines années. Le député de Bonaventure du Parti québécois, Sylvain Roy, a parlé de chasse et de pêche à Saint-Raymond cette semaine. Nous avons une entrevue avec M. Roy. La Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine remet un montant total de 127 000 $ à 14 organismes dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. L'encan du Grand Défi Pierre Lavoie à Saint-Léonard a permis d'amasser plus de 6 800 $. Le comité d'embellissement de Saint-Raymond annonce ses couleurs pour la prochaine saison. Nous parlons avec la présidente Ginette Leclerc et Odile nous fera part des actualités culturelles dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. Fidèle à son habitude, le député de Port-Neuf, Michel Matte, a annoncé les principaux projets routiers qui seront en chantier dans Port-Neuf au cours des 2 prochaines années et peut-être 3 dans certains cas. À chaque année, pour ces annonces, M. Matte invite les maires des municipalités concernées et le directeur régional au ministère des Transports. D'ailleurs, c'est M. Luc Tremblay qui succède à M. Jean-François Saunier comme directeur régional. M. Saunier a été affecté à d'autres fonctions. Les projets annoncés sont estimés à plus de 500 000 $. Parmi les travaux, notons l'asphaltage de la route 138 dans le secteur à l'est de la rivière Jacques-Cartier jusqu'à la rue de l'Église à Donnacona, la stabilisation du talus aux abords de la route 138 à Donnacona et qui devrait se réaliser entre les mois d'août et octobre prochains. D'ailleurs, ces travaux se réaliseront en étroite collaboration avec la ville de Donnacona pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel accessible à vélo ou à pied, reliant la rue Mathieu et le parc familial des Berges. Le ministère des Transports estime que ce glissement de terrain de la route 138 à Donnacona, survenu au mois d'avril 2017, est le plus important survenu dans la capitale nationale en 2017. Les autres travaux sont l'asphaltage sur l'autoroute 40 en direction ouest entre la route Gravel et le kilomètre 279 à Neuville. La stabilisation du talus en bordure de la route 138 à l'approche de la rivière Matte à Neuville. La réfection de la route 365 de la rivière Port-Neuf jusqu'à la limite de la ville de Saint-Basile. La reconstruction des ponts au-dessus de la rivière Jacot et de la décharge du lac Simon à Saint-Léonard de Port-Neuf. L'asphaltage de la route 363 à Saint-Ubalde, située entre la rue Saint-Philippe et la limite municipale de Lac-aux-Sables, ainsi que la réparation de la structure de 2 ponts sur la rivière Verte à Saint-Raymond, dans la ZEC Baptiste-Carl-Nielsen. D'ailleurs, ces travaux vont permettre aux 2 ponts de supporter les mêmes charges que les autres ponts. Quant aux travaux de stabilisation des berges de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond, dans le secteur Chute-Panay, les normes environnementales obligent certaines études d'impact avant d'entreprendre les travaux, mais le gouvernement s'apprête à modifier certaines lois pour faciliter ce genre de travaux routiers. Si tout va bien, le tout devrait se réaliser en 2019. On retrouve 5 cas de stabilisation de talus dans Port-Neuf, Chute-Panay, Neuville, Donnacona, Saint-Casimir
Saint-Casimir et Deschambault-Grondines. Quant à la problématique des chevreuils qui traversent la route 367 dans le secteur du lac Sergent, de nouveaux panneaux ont été installés et le directeur régional au ministère des Transports, Luc Tremblay, profite de l'occasion pour demander aux résidents du secteur de ne pas nourrir les chevreuils. On l'écoute. C'est une bonne occasion que vous me donnez de temps en temps de rappeler aux gens, pas juste aux gens de Lac-Sergent, aux gens en général, pas prendre l'habitude de nourrir les cervidés durant l'hiver. Ça crée des mouvements, ces gens-là traversent, ces bêtes-là traversent notre réseau routier, ce qui fait qu'en pratique, peut avoir des causes d'accidents. C'est une belle occasion de vous donner de faire un rappel là-dessus. Vous dire que la problématique la bonification de la signalisation est notre principale intervention spécifique aux problématiques qu'il peut y avoir en matière de cervidés là, à Lac-Sergent comme tel. Quant au pont qui traverse la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Casimir et qui est classé patrimonial, aucun travaux n'est prévu à court ou moyen terme. On réécoute M. Tremblay. Le pont qui est au centre de la municipalité a eu une réfection majeure il y a moins de 10 ans. Cette réfection majeure-là a été faite dans une optique de durée de vie de 20 à 40 ans. Alors, en pratique, c'est pas ce qu'on a dit à la municipalité. Le pont, c'est un pont patrimonial. C'est un pont il n'y a pas de problème actuellement. On ne prévoit pas qu'il y en ait dans un horizon court ou moyen terme non plus. Donc, il n'y a pas de projet à la programmation pour refaire ce pont-là dans un horizon court terme. Dans le cadre de sa tournée provinciale pour parler chasse et pêche, le député de Bonaventure et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêt, de faune et de parc, Sylvain Roy, était à Saint-Raymond, au Roquemont, ce mercredi, invité par l'exécutif de l'Association du Parti québécois de Portneuf et en présence de représentants d'organisations vouées à la chasse et la pêche de la région de Portneuf. Parmi ces personnes, notons les représentants des ZEC de la Rivière-Blanche et Batiscan-Nielsen, des associations chasse et pêche de Donnacona et de Saint-Raymond, ainsi que de la Fédération québécoise de chasse et pêche. Nous avons rencontré le député Sylvain Roy avant son allocution. Écoutons l'entrevue qu'il nous a accordée. Roy, vous êtes à Saint-Raymond ce soir. Vous rencontrez les gens de l'Association du Parti québécois et aussi des gens du monde de la chasse et de la pêche, un domaine que vous connaissez bien. Quels sont les propos que vous voulez entretenir justement avec les gens d'ici? Bien, écoutez, la chasse et la pêche au Québec, ce sont quand même 700 000 pêcheurs et 300 000 chasseurs. Qui, depuis que j'ai été nommé porte-parole en matière de forêt, faune et parc, nous ont interpellés régulièrement pour dire qu'ils se sentaient abandonnés par le gouvernement. Ça fait une trentaine d'années que les gouvernements n'ont pas eu un intérêt significatif depuis le temps du déclubage de Yves Duhem, où on a redonné le territoire aux Québécois. Oui. Hein? Ça fait une trentaine d'années que ces gens-là ne se sont pas sentis écoutés. Fait que moi, en tant que sociologue de formation, j'ai demandé à faire une tournée du Québec pour aller voir les acteurs sur le terrain et leur demander comment ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Quelles seraient les actions prioritaires à poser pour vous permettre de vous sentir apprécié puis d'avoir accès à votre territoire? Mm-hmm. Parce que moi, je suis au Parti québécois, Parti souverainiste, et un des axes pour moi qui est extrêmement important, c'est la souveraineté territoriale. Le territoire sur lequel nous sommes nous appartient. On n'est pas un peuple de surface et on va faire ce qu'on veut avec et on va l'occuper comme on le veut. Oui. Et là, on a senti, au travers les tournées, on est peut-être à notre 12e tournée, que les gens se sentent exclus et on sent que le gouvernement veut sortir les chasseurs et les pêcheurs de la forêt du Québec, ce qui est tout à fait inacceptable. Pourquoi? Bien, c'est la question. C'est la question. Pourquoi? Je vais vous donner des exemples d'actions qui ont été posées par le gouvernement pour sortir les gens de la forêt. Gentrification des baux de villégiature. Quelqu'un a un terrain de 200 par 200 en plein bois qui paye un 2, 3, 400 $ à l'État pour avoir le droit d'occuper ce territoire-là. Bien, il y a des gens qui ont vu la facture monter à 3 000 $ par année. Sainte-Tech, la Mauricie, par exemple, 3 000 $ par année pour un terrain en plein bois, pas de service, pas d'ouverture de chemin, à rien. Pour 3 000 $, c'est faramineux comme montant. Donc, ces gens-là se sont sentis offusqués et beaucoup de ces gens-là sont obligés de vendre leur chalet parce qu'ils n'ont pas les moyens de le garder. Donc, gentrification, ça veut dire, est-ce que c'est juste les riches qui vont avoir accès à la forêt du Québec? Augmentation des permis de chasse et pêche.
42 d'augmentation du permis de pêche, 20 à 24 pour les permis de chasse. C'est pas grand-chose, mais ça vient s'ajouter à la facture. Fermeture de la chasse au caribou dans le nord du Québec. Ce qu'on vient de faire, là, c'est de fermer les pourvoiries dans le nord. Donc, les Québécois n'ont plus accès à la chasse au caribou dans le nord. Et Air Saguenay, par ricochet, ne pouvant plus desservir les pourvoiries du nord de chasse au caribou, va probablement arrêter de desservir 70 autres pourvoiries dans le nord du Québec. Donc, c'est le retrait des Québécois du nord du Québec. Ça, c'est un autre enjeu, là. On a aussi l'interdiction de l'utilisation du poisson à pas. Nous, donc, ça veut dire qu'on a des gens qui, depuis des générations, pêchaient l'hiver sur des lacs avec du poisson à pas et ils faisaient des bonnes prises, un bon succès de pêche. Puis pour assurer la relève, il faut que les jeunes en prennent du poisson. S'ils n'en prennent pas, ils n'auront pas de fun. Donc, interdiction du poisson à pas, ce qui fait en sorte qu'il y a des pourvoiries qui sont en train de fermer. Nous, ce qu'on avait suggéré, c'était projet pilote avec une certification, une traçabilité du poisson à pas. Diminution importante du nombre d'agents de la faune. Donc, on n'a plus d'agents de la faune pour réguler, pacifier les comportements en forêt. Ce qui fait en sorte que il y a des gens un peu cow-boys qui font la loi et l'ordre en forêt et puis ça permet au réseau de braconnage de bien structurer. Toutes ces actions-là, et j'en oublie d'autres, là, du gouvernement libéral, laissent entrevoir une forme de démantèlement du rôle de l'État qui permet l'accès à la faune aux Québécois. Et par ricochet, c'est comme si on essayait de nous sortir de la forêt. Comment vous voyez les ZEC à travers tout ça? Les ZEC sont sous-financés. Les ZEC sont nés dans le contexte où on a déclubé. Hein? Une grande portion du territoire québécois appartenait à de grandes compagnies de la forêt, des Américains, et qui possédaient notre territoire. Puis nous n'avions pas le droit de mettre les pieds là. Et quand Yves Duhem a déclubé à la fin des années 70, il a créé le réseau des ZEC pour avoir une démocratisation de l'accès. Donc, on a fait en sorte de permettre à monsieur, madame, tout le monde, des familles avec peu de moyens, d'avoir accès au potentiel ou au patrimoine faunique québécois. Là, les ZEC, en ce moment, ont énormément de problèmes financiers en ce qui a trait à l'amélioration du réseau des chemins forestiers. Une ZEC, si tu n'as pas d'accès au territoire avec les lacs là, tu as un problème. Là. Et si tu veux attirer la relève, il faut que tu aies des chemins dignes de ce nom. Les jeunes n'ont pas les moyens d'avoir des pick-up à 70 000 $. Les jeunes ont des petits chars. Puis, fait que là, les ZEC ont fait un bon coup dernièrement. Ils ont annoncé la gratuité de l'accès à la pêche et à la chasse au petit gibier pour les moins de 18 ans. Ça, c'est excellent, ça. Et ça vient s'accompagner d'une annonce que nous avons faite 2-3 jours avant, moi, Véronique Yvon et Sylvain Gaudreault. Première phase de notre plateforme faune, qui inclut donc gratuité des permis de pêche pour les jeunes de moins de 18 ans, diminution de 20 % de tous les autres permis de pêche et permis d'initiation à la chasse gratuit. Actuellement, si tu veux aller à la chasse, ça te coûte, il faut que tu achètes un permis. Admettons que tu veux t'initier à la chasse, tu vas avec quelqu'un qui est réglementaire, personne de 25 ans, avec son permis de possession d'armes, etc. Donc, ça te coûte 75 $ pour avoir ton permis de chasse à l'ornière. Nous, ce qu'on propose, c'est gratuité pour la relève. Les baux de villégiature, on veut baisser les prix puis ramener ça à quelque chose de cohérent et augmenter, même doubler de manière progressive le nombre de baux de villégiature tirés au sort pour les Québécois. On est à 150 par année, la demande est de 600, on serait prêt à se rendre à 300. Et dernier enjeu sur lequel on s'est positionné, c'est d'établir une politique d'accès au plan d'eau au Québec. Les Québécois ont droit d'avoir accès à leur patrimoine halieutique et aquatique. Oui. Et comment il faut qu'il y ait des ententes avec le fédéral à ce moment-là? Entente avec le fédéral et surtout avec les MRC et les municipalités. Parce que là, l'enjeu, c'est est-ce que... Il y a des MRC et des municipalités qui ont interdit l'accès à des lacs et à des rivières parce que, bon, ça chiolait. Il y a eu un jugement court qui a dit « Vous n'avez pas le droit d'interdire l'accès ». Fait qu'il y a des municipalités qui ont trouvé un truc. OK, on va vous donner l'accès, mais ça va vous coûter 500 $ pour sortir votre bateau pour une journée. Qui peut se payer ça? Il n'y a pas grand monde. Donc, on veut établir une politique nationale d'accès au plan d'eau. Peut-être un peu comme... ça pourrait prendre la forme peut-être comme le réseau de motoneige, sentier de motoneige avec des passes, où on aurait un réseau québécois d'accès au plan d'eau avec une passe qui serait accessible pour tous les plans d'eau gérés par le provincial. On est dans les...
on a énoncé notre principe à ce niveau-là, démocratisation de l'accès. Maintenant, il faut juste voir comment on va le faire. Oui. Vous êtes aussi porte-parole en matière de parcs. Comment vous voyez justement l'évolution des parcs au Québec? Écoutez, la CEPAC, c'est un bijou au Québec, mais on sent que la tarification est un peu forte dans certains cas. OK? Faire du camping, là, ça commence à coûter cher à la CEPAC. Donc, on va revoir probablement la tarification. Et je sais que la CEPAC fait beaucoup d'efforts pour attirer les jeunes. Ils ont, à la limite, ils ont une politique jeunesse qui est très intéressante. Quand un jeune arrive dans un bâtiment de la CEPAC, il va avoir la petite stepette pour lui permettre d'être vis-à-vis la personne qui va lui donner sa canne à pêche. Les mères peuvent avoir accès, ou les pères, à des sacs à dos ou des sacs pour transporter les bébés. Donc, c'est une belle initiative, mais la tarification devra être revue pour permettre quand même à l'ensemble de la population d'y avoir accès. Oui. Est-ce que vous abordez dans votre rôle le développement de la forêt, la foresterie, ce secteur-là? Quels sont les grands défis à relever selon vous? Bien, écoutez, la foresterie, c'est quand même 60 000 emplois au Québec. Ce sont des milliards de dollars de retombées économiques. Actuellement, le plus grand enjeu que nous avons en avant de nous, c'est l'épidémie de tordeuse d'épinette. OK? Moi, je n'invente pas les problèmes. Quand on a eu peur pour la crise du bois d'œuvre avec les États-Unis, on est intervenu rapidement. Je suis allé à Ottawa demander des budgets et on a demandé au ministre de l'époque, Laurent Lessard, de faire pression sur le premier ministre pour débloquer des budgets pour aider les entreprises qui auraient besoin d'argent. Sauf que la problématique ne s'est pas manifestée. Le marché aux États-Unis est bon, les exportations sont bonnes, donc les moulins vont bien. Par contre, l'enjeu que nous avons au niveau de la foresterie actuellement, c'est l'épidémie de tordeuse d'épinette. On sait que les Maritimes ont eu 75 millions de dollars pour faire face à l'épidémie. Et ça, 16 lobbyistes de Irving sont allés virer à Ottawa 75 fois, puis ont eu 75 millions. Au Québec, on a eu une rencontre, 2 lettres, pas une scène d'Ottawa. Donc, on va être obligé de financer nous-mêmes, sans aide d'Ottawa, l'épidémie de tordeuse. On a 40 millions sur la table actuellement pour l'épidémie, mais on ne sait pas trop comment ça va être ventilé. Ce qu'il faut comprendre dans une épidémie de tordeuse, c'est que quand elle passe, il faut réagir rapidement. Et si on ne réagit pas, il va falloir faire en sorte d'aller récupérer tout ce bois-là. Parce qu'au bout de quelques années, il n'y a plus rien à faire avec ça. Ce sont des milliards de dollars de forêts qui peuvent disparaître en termes de retombées économiques. Et si on ne le récupère pas et qu'on a un contexte de sécheresse, ce sont des feux de forêt épouvantables qui peuvent se manifester par la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux sur lequel nous devons agir et réagir. Et Ottawa devra nous aider à ce niveau-là. Oui, peut-être en terminant, qu'est-ce que vous retenez du secteur de la forêt et de la faune dans le budget qui a été annoncé cette semaine? Bon, écoutez, on a bonifié les budgets pour la forêt privée de 7 millions par année. C'est correct, hein? Mais ça pourrait être beaucoup plus. Parce que la forêt publique, ça va bien, les entreprises vont bien. Forêt privée, le problème, c'est qu'il existe un principe dans la loi qui s'appelle la résidualité. Résidualité, ça veut dire la chose suivante. Les entreprises doivent aller chercher leur bois chez les propriétaires privés en premier, et par la suite, s'il en manque, aller chercher leur bois en forêt publique. Mais on ne voit pas ça. Donc, un jour, il faudrait que la loi soit appliquée et qu'on soutienne les communautés forestières, parce que les lots privés sont toujours en bordure des communautés, qu'on les soutienne via une application de la loi qui permettrait beaucoup de développement économique pour toutes les régions du Québec. Et pas juste d'aller chercher tout le bois que les entreprises veulent dans les forêts publiques. Oui. Alors, M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêt, de faune et de parcs, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Le producteur agricole de Deschambault-Grondines, Christian Hébert, pourrait devenir le candidat du Parti québécois du comté de Portneuf aux prochaines élections du 1er octobre. L'investiture du Parti québécois de Portneuf devrait se tenir à la mi-mai.
Les dirigeants de la Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine ont remis un montant total de 127 000 $ à 14 organismes de son territoire pour la réalisation de différents projets dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. La remise des chèques a eu lieu jeudi dernier au pavillon Desjardins de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. 27 projets totalisant 400 000 $ ont été déposés au comité de sélection et 14 donc ont été retenus. Les montants alloués varient entre 1 500 et 30 000 $. Les dirigeantes de la maison Mirepi ont reçu 30 000 $ pour leur projet de maison de deuxième étape. Le club nautique du lac Saint-Joseph reçoit 20 000 $ pour l'achat d'un Zodiac et pour l'enseignement de la voile auprès des jeunes de 5 à 10 ans. Le centre Vacances Lac-Simon et la Corporation nautique de Fossambeau obtiennent chacun 12 000 $ pour l'achat de planches à pagaie. Le centre Vacances Lac-Simon et la Corporation nautique de Fossambeau obtiennent chacun 12 000 $. Je viens de le dire. Alors, 10 000 $ sont octroyés à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac pour l'aménagement d'une terrasse extérieure et 10 000 $ à l'Arc-en-Ciel pour son projet de serre nourricière jumelée à la forêt nourricière de Saint-Raymond. Des montants de 5 000 $ sont octroyés à la Coopérative Jeunesse de service Saint-Raymond-Saint-Léonard, à la Coopérative Jeunesse de service de Sainte-Catherine, au Club de ski Saint-Raymond pour l'achat d'un chronomètre, au groupe Scout et Guide de Saint-Raymond pour la rénovation de son bâtiment et la Fondation Plamondon reçoit aussi 5 000 $ pour la mise en place d'une programmation éducative artistique jeunesse à la maison Plamondon. La Fondation médicale de la Jacques-Cartier reçoit 4 950 $ pour l'achat d'un photocopieur. Le comité d'embellissement de Saint-Léonard 1 500 pour un aménagement comestible et le comité d'orientation et de dépannage Sainte-Catherine 1 415 $ pour l'achat d'équipements aux cuisines collectives. Soulignons que le Fonds d'aide au développement du milieu provient d'une partie des excédents de la Caisse et vise à soutenir des projets qui favorisent le mieux-être de la collectivité. Les organisatrices de l'encan au profit des écoles de Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, France Lafleur et Marie-Christine Moras étaient fières cette semaine d'annoncer qu'un montant de 6 813 $ a été récolté vendredi dernier à l'école Marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard. Plus d'une centaine de personnes ont participé à l'encan animé par l'humoriste Claude Genet et plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour accueillir les visiteurs. Parmi les objets et cadeaux mis aux enchères, notons 5 tables de salon fabriquées de bois et de granit offertes par l'entreprise Comptoir Noble et Charpente Montmorency, ainsi qu'un banc de bois de l'entreprise Domello. Ces tables et le banc ont rapporté 2 616 $. De plus, une piscine de 21 pieds de l'entreprise M. Piscine d'une valeur de 2 500 $ a été trouvée preneur pour 1 000 $. Soulignons que les mamans membres de l'OPP, l'Organisation des parents participatifs de Saint-Léonard, ont pris part au bon déroulement de l'encan en s'occupant du petit restaurant et du comptoir caisse pour finaliser les transactions lors des ventes. Et des élèves de 6e année de Saint-Léonard se sont occupés du service de garde dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Supervisé et encadré par les responsables du service de garde du Mille-Pattes, les élèves ont amusé une douzaine d'enfants et les contributions volontaires des parents permettront l'achat de nouveaux skis de fond pour l'école de Saint-Léonard. Jusqu'à maintenant, et incluant les profits de l'encan, l'équipe Boscus 1, qui parraine les 2 écoles dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, a en banque plus de 21 400 $ sur un objectif de 40 000. De petites banques sont toujours disponibles pour déposer des dons dans les différents commerces de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard et Saint-Raymond. Depuis la semaine dernière, 2000 billets sont en circulation pour le tirage de 2 tables de cuisine en granit et en bois offertes par Comptoir Noble et Charpente Montmorency. Les billets au coût de 5 $ sont disponibles auprès des enfants des 2 écoles, des membres des 2 équipes écoles, ainsi qu'au secrétariat des 2 municipalités. La vente des 2000 billets permettra l'ajout de 10 000 $ au thermomètre cumulatif. Le tirage est prévu le jeudi 10 mai prochain en direct sur Facebook. La prochaine activité de financement sera le pont payant à Rivière-à-Pierre les jeudis et vendredis 17 et 18 mai.
Le comité d'embellissement de la ville de Saint-Raymond a annoncé ce jeudi matin 29 mars ses projets et activités pour la saison 2018. Écoutons une entrevue que nous a accordée la présidente Ginette Leclerc. Bonjour, M. Beausoleil, ça va bien? Oui, ça va très bien vous-même. Moi aussi. La saison s'annonce d'ailleurs. Les fleurs, ça s'en vient, hein? Ça s'en vient, effectivement. Madame Leclerc, Saint-Raymond recevra la visite des classificateurs des fleurons du Québec cet été. Comment on se prépare au niveau du comité? On a un sous-comité qui a été formé à cet effet-là. Donc, on regarde dans les années antécédentes là, tout ce qu'on doit prévoir pour leur visite. Ça veut dire toute une carte du territoire, parce que le territoire de Saint-Raymond, c'est quand même un défi, hein, parce qu'il passe partout, même en milieu autour du centre urbain. Donc, aussi, on doit préparer aussi des documents pour leur dire vraiment ce qu'on a fait depuis 3 ans. Et puis, bien, être prêt aussi, pratico-pratique sur le terrain aussi, pour dès qu'on connaît la date de leur visite. Oui. Et justement, quels sont les travaux que vous allez entreprendre, vous, le comité, et ce que vous demandez aussi à la population en général? Bien, les travaux, nous, qu'on entreprend, c'est sûr que depuis l'arrivée de l'équipe horticole ici, nous, on est beaucoup moins terrain. On va y aller quand l'équipe horticole nous demande. Si jamais, eux, ils voient que pour la visite, ils ne seront pas prêts pour que les plates-bandes soient vraiment impeccables, nous, on va aller leur porter main forte, mais c'est sûr que le terrain qu'on s'occupe, nous, entre autres, c'est tout ce qui s'appelle la place de l'église. Parce que le sacristain, lui, c'est pas un expert en plate-bande, puis comme il veut pas arracher des bons plans, c'est nous qui, avec nos bénévoles affiliés, qui allons, dès que c'est nécessaire, entretenir cet espace-là, qui est un espace crucial, parce qu'elle est très visible, elle est au cœur de la ville de Saint-Raymond, évidemment. Oui. J'imagine que vous conseillez aussi les gens qui ont besoin d'aide à ce niveau. Est-ce que vous offrez ce genre de service-là? C'est-à-dire qu'avec l'équipe horticole, oui, si un organisme ou une institution, parce qu'il y a eu du partenariat, exemple, le projet qui s'est fait à l'école Saint-Joseph l'année dernière, ou il y a 2 ans même, la ville a offert les services experts de son équipe horticole. Parce que nous, au comité d'embellissement, c'est accidentel qu'on ait des gens qui ont des connaissances horticoles. On a 2 personnes qui ont des formations en ce sens-là. Mais l'équipe experte, c'est vraiment l'équipe d'employés qui sont effectivement pas des bénévoles, mais les employés de la ville. Mais la ville, elle est généreuse à ce niveau-là, comme elle veut qu'il y ait une amélioration dans le milieu urbain. Pour des institutions comme les écoles, ça, on peut être ouvert parce qu'on dit que c'est des organismes publics. Parce que là, je sais qu'il y a des approches qui sont faites aussi avec l'autre école, qui est l'ancienne école Marguerite-Jouville, dont j'ai oublié le nom, là, avec la nouvelle appellation. Là. Mais il y a un projet aussi, mais l'équipe horticole de la ville, il est fort possible qu'elle soit associée à ce moment-là aussi. Saint-Raymond a obtenu 4 fleurons sur 5 de possibilités. Qu'est-ce qui manque, selon vous, concrètement? Des villes de 5 fleurons, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Non, c'est ça. Il y en a 5 maintenant. Depuis l'année dernière, il y en a 5. Antécédemment, il n'y avait que 3. Donc, c'est sûr qu'on espère se rapprocher, avoir un 4 plus fort à tout le moins, ou le conserver, parce que déjà, le conserver, ça peut être un défi aussi. Atteindre un 5, c'est sûr qu'on serait super fiers, mais nos bénévoles, on est allés en visiter des villes de 5 fleurons. C'est atteignable, là, mais on fait tout en sorte pour réussir un jour à l'atteindre. Mais on est rendu vraiment là, souvent, c'est des municipalités de plus grande importance avec des budgets encore plus importants dédiés à l'embellissement. C'est déjà beau ici, on est chanceux d'avoir obtenu ça. Chanceux, mais chanceux à cause de nos efforts aussi, là, d'avoir obtenu ce 4e fleuron. Concrètement, les évaluateurs viennent durant l'été, durant quelques jours, et analysent la situation et redonnent justement le pointage? La visite se fait toujours en juillet parce que les fleurs sont au maximum de leur maturité. Et c'est une visite d'1 journée seulement. Donc, ça se fait rapidement. C'est sûr que nous, on peut suggérer des endroits à aller visiter qui se sont améliorés là, depuis la dernière visite.
mais c'est pas nécessairement les mêmes évaluateurs qui vont passer aussi. Fait qu'on le sait jamais d'une fois à l'autre. Ça sera quoi Comment ça va se traduire? Comment ça va se traduire, là? On espère que ça se traduise pour le mieux pour nous, là, mais on l'ignore jusqu'à la dernière minute, évidemment. On a toujours hâte d'assister au dévoilement. Ouais, au dévoilement qui va se faire, c'est à l'automne? Habituellement, ça se fait à l'automne. Toutes les villes qui étaient en évaluation, parce que ça revient aux 3 ans, sont invitées au dévoilement de leurs résultats. Et peut-être parlez-nous maintenant des différentes activités, ou les principales, en fait, des activités du comité durant la saison. C'est un peu comme l'an passé, finalement? Oui, c'est semblable à l'an passé. Je vous dirais, justement, à cause de la visite des classificateurs, on n'a pas voulu rajouter d'activités de plus parce qu'on est quand même pas un si grand nombre. On n'a pas voulu surcharger nos bénévoles avec des nouvelles activités, mais les activités publiques qui s'en viennent, il y a surtout le 12 mai, la marche de sensibilisation à la propriété de notre ville. Ça, on trouve que c'est très important. Parce que c'est beau d'embellir, c'est beau d'avoir une équipe horticole qui se met en action pour que ce soit le plus beau, mais si les gens, en contrepartie, déversent leurs déchets qu'ils prennent de collation un peu partout dans la ville, mais ça détériore le tout. Et puis, il y a le 26 mai aussi, l'activité publique qui a été un grand succès l'année passée, la distribution d'arbres, parce on parle d'embellissement, le verdissement et la plantation d'arbres, c'est hyper important. Donc, on a la chance d'avoir l'Association forestière des Deux-Rives qui nous donne une quantité d'arbres à chaque année. Cette année, on devrait en avoir autour de 500 à distribuer encore. Et puis, la vente d'éco-barils aussi, parce qu'il faut penser à l'écologie, parce que les fleurs, il faut les arroser, mais si on le fait avec de l'eau récupérée, bien, on économise l'eau potable, qui est une denrée qui n'est pas inépuisable. C'est sûr. Et puis, on a la chance à Saint-Raymond, la municipalité de Courant, à la préservation de l'eau potable. Donc, il subventionne en partie l'achat de ces éco-barils-là. Donc, on peut les acheter pour 30 $ seulement et on a une 50aine à vendre encore cette année. OK. Donc, premier arrivé, premier servi pour cette vente-là et cette distribution-là. Oui. Et peut-être en terminant rapidement, quelle est l'importance ou quel est l'impact d'embellir son milieu, selon vous? L'impact, moi, je dirais que l'embellissement fait partie de l'équation que doit mettre en place une ville pour attirer de nouveaux citoyens. Je dirais personnellement que c'est aussi important que d'avoir des développements résidentiels, parce que le nouveau résident qui vient, il faut qu'il y ait un coup de foudre quand il arrive. Puis d'ailleurs, le printemps dernier, le comité d'embellissement était présent au Salon Nature Portneuf et on a eu l'occasion de discuter avec beaucoup de nouveaux arrivants. Et d'entrée de jeu, les gens nous ont mentionné qu'ils étaient venus ici, ils avaient choisi de venir ici parce qu'il y avait un coup de cœur quand ils sont venus se promener dans notre centre-ville parce que c'était fleuri et c'était accueillant. Fait qu'il ne faut pas vraiment sous-estimer l'impact d'un bel embellissement. Et aujourd'hui, avec la pénurie main-d'œuvre, c'est sûr que c'est préoccupant. On est chanceux ici, dans le comté de Portneuf. La plupart de nos grandes municipalités sont en croissance populationnelle, mais ce n'est pas la même réalité. Partout, même moi qui viens de l'autre côté du fleuve, c'est sûr que ma petite communauté d'où je viens sont en décroissance et tous les petits villages autour. Quand je vais là, moi, j'ai eu un choc. Parce qu'on est moins sensible un petit peu à ça dans Portneuf, parce que nous, ça va bien. Mais juste d'aller chez moi, de ma région d'origine, j'ai un choc de voir qu'ils sont à la même distance de Québec, mais beaucoup plus touchés par la dévitalisation des petits villages, la sous-population. Puis, en plus, ils sont en manque de main-d'œuvre. Ils sont même sur la fermeture de commerce en ce moment. Oui. Alors, Mme Ginette Leclerc, présidente du comité d'embellissement de Saint-Raymond, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous également. Bonne journée. Une soixantaine de jeunes scouts et guides de Saint-Raymond ont participé au traditionnel berceton annuel le samedi dernier au centre multifonctionnel. Il s'agissait de la 42e édition. Un montant de près de 4 500 $ a été amassé qui permettra la tenue de différentes activités tout au long de l'année. En plus des différents jeux le matin, les jeunes des 4 unités, Louveteaux, Exploratrices, Éclaireurs et Intrépides ont présenté leur spectacle sur le thème de Noël, Pâques, la Saint-Valentin et l'Halloween. Et le duo Martin Méthode et Laurie Châteauvert ainsi que Éric Moras ont offert une prestation en chant
durant l'après-midi. Une dizaine de jeunes ont aussi reçu le bouton de reconnaissance pour souligner leur implication dans le mouvement scout de Saint-Raymond. Les jeunes garçons et filles de niveau primaire qui participent au programme Hockey École, initié et dirigé par l'ex-joueur de hockey professionnel Joey Juneau, se sont amusés cette semaine à jouer des parties entre eux à l'aréna de Pont-Rouge. Nous avons rencontré des enseignants, des parents, des gens de la municipalité de Pont-Rouge et bien sûr Joey Juneau ce jeudi matin 29 mars. Écoutons l'entrevue avec Joey Juneau et nous vous offrirons un reportage au cours des prochaines semaines avec les autres intervenants. Joey Juneau, bonjour. Bonjour. Joey, nous sommes à l'aréna Joey Juneau à Pont-Rouge en ce moment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un genre de festival, si on peut dire un mini-tournoi. C'est un événement qui est organisé par les enseignants en éducation physique qui travaillent en utilisant le programme de hockey, le programme de développement hockey école. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Autrement dit, c'est une journée récompense, si on peut dire, suite au travail colossal de tous les jeunes, tous les acteurs qui participent à ça. Alors, c'est une belle façon de terminer la saison. OK, c'est un peu un tournoi, en fait, entre eux autres. Oui, mais c'est sûr, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de médaille. Là. Tu sais, c'est sûr que bon, il y a un score, il y a des parties de hockey que les jeunes essayent de gagner, là, mais il n'y a pas de classement. Là. Dans l'ensemble, tu es toujours content du programme, de l'impact que ça a autant chez les jeunes que chez les parents, que les enseignants? Oui, c'est sûr. Hein, pour nous, sur le terrain, c'est qu'on a l'occasion à chaque semaine de croiser soit des parents, tu sais, bien sûr les jeunes, là, on peut voir qu'est-ce que ça a comme impact au niveau des jeunes. Le travail de collaboration qu'on a, que moi je peux avoir avec les enseignants en éducation physique, mais aussi avec, j'ai plusieurs commentaires de titulaires, des titulaires qui bien sûr sont des acteurs principaux dans ce programme-là pour le suivi scolaire, et puis il y a aussi les directions d'école. Alors, mais je dirais que le plus fort dans tout ça, c'est lorsque des parents viennent nous voir, puis les parents nous disent à quel point que le programme a de l'impact dans la vie de leurs jeunes. Alors, c'est pas nécessairement au hockey, c'est pas nécessairement sur le plan scolaire, mais sur le plan personnel. Puis ça, pour moi, c'est ça le plus fort. Oui. Actuellement, le programme est offert à Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Marc et Donnacona. Exact, oui. Ça fait 3 ans Pont-Rouge, ça fait 2 ans dans les autres communautés de Port-Neuf. Et puis, ça progresse très, très bien. L'an prochain, Saint-Raymond amène un 4e groupe. Saint-Raymond va avoir les 5e années également. Alors, on est rendu à Pont-Rouge cette année, on a une classe de 2, une classe de 3, 4 et 5e année. L'an prochain, on essaye le 6e année à Pont-Rouge. Ça va être tout nouveau. Saint-Raymond amène le 5e année. Et puis, à Donnacona et Saint-Marc, on n'est pas trop sûr encore, mais quand même, avec les groupes qui ont en place cette année, j'entends quand même de belles choses. Ouais. Est-ce qu'il y a des organisations extérieures de Port-Neuf qui ont voulu, à un moment donné, prendre le programme? Est-ce que ça s'est réalisé? Oui, puis ça, j'ai tellement de demandes. Là. Je pense que je suis rendu pas loin d'une vingtaine de communautés de partout à travers le Québec qui m'ont signalé l'intérêt d'avoir le programme chez eux l'an prochain ou dans un futur rapproché. Alors, c'est sûr qu'ils en entendent parler. Et puis, c'est un programme qui amène beaucoup sur plusieurs points de vue. Alors, c'est tout simplement normal qu'il y ait de l'intérêt un peu partout. Tu sais. Puis, cette année, j'ai un collègue, un bon ami à moi qui a commencé à l'implanter à Saint-Agapi. Les résultats sont formidables là aussi. Moi, personnellement, je l'ai amené cette année dans la communauté de Kawawa-Shikamak.
Alors, c'est la nation Naskapi, qui est juste au nord de Schefferville. Et puis, je regardais les progrès. On a fait les tests, justement, en début de semaine. Et puis, depuis 3 mois et demi, le progrès en moyenne des jeunes dans cette communauté-là est de pas loin de 60%. Alors 60%, le progrès moyen sur l'ensemble des jeunes, au niveau du patin avant, patin arrière, maniement de la rondelle et puis rapidité, arrêt départ. Alors c'est énorme comme progrès en pas grand temps. Avec les tests qu'on a fait cette semaine, j'ai regardé les progrès à Pont-Rouge. On a pas loin de mémoire, c'est pas loin de 50 jeunes qui sont dans le programme depuis la première année. Ouais. Et puis, quand on fait la moyenne de tous ces jeunes-là, le résultat composé, leur progrès est de 42% en 3 ans. Alors, c'est énorme. Dans ces jeunes-là, qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il y en a plusieurs, au-dessus de la moitié, qui avaient déjà fait, mettons, 2 ou 3 ans dans l'hockey mineur. Alors, c'est pas comme si on partait de rien. On partait avec plusieurs de ces jeunes-là qui avaient déjà quand même une bonne base de 2 ou de 3 ans dans l'hockey mineur. Puis malgré ça, on réussit à avoir un progrès moyen d'au-dessus de 40%. Moi, ça me démontre que le programme est bien appliqué. Le programme est bien monté, mais il est surtout bien appliqué par les enseignants d'éducation physique. Oui, c'est un travail d'équipe, en fait. Exactement. Puis, qu'est-ce que j'aimerais avoir? C'est, mettons, la comparaison des notes scolaires. Alors, si ce travail-là pourrait être fait au niveau de l'école, de voir les répercussions que le programme a pu avoir sur le plan scolaire. On fait un sondage à chaque année qu'on envoie dans les familles, juste pour avoir le portrait, mettons, des parents sur leurs jeunes au niveau, leur perception sur l'estime de soi de leurs jeunes, leur attitude en général, leur intérêt d'aller à l'école, la confiance en soi et tout ça. Et puis là aussi, quand on reçoit les réponses des parents, c'est extraordinaire. Oui. Et peut-être en terminant, sur le plan financier, le gouvernement du Québec a quand même investi un certain montant, les commissions scolaires. Où on en est là-dessus? Est-ce qu'il y a des demandes? Oui, bien, c'est que présentement, il reste une année au projet avec le gouvernement. Alors, pour l'an prochain, dans Portneuf, le financement en majeure partie est assuré par le gouvernement du Québec, avec un certain montant qui vient de la commission scolaire aussi. Mais il y a aussi, bien sûr, tout le temps de glace qui est donné par les 4 villes, les 4 municipalités qui participent de façon grandiose. Donner tout ce temps de glace-là, c'est pas rien. c'est des sous. Ça amène du travail additionnel et des gens qui travaillent à l'aréna aussi. Puis il n'y a personne qui se plaint. Tout le monde est content d'y participer. Alors pour moi, ça va être de voir à partir de l'an prochain comment on peut assurer la pérennité de ça. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement, c'est probablement qu'ils ne pourront pas financer partout à grandeur du Québec. Là, c'est beau parce que... C'est un genre de projet pilote en fait. Oui, exactement. Alors Portneuf, par mon travail ici, Portneuf en bénéficie. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment au niveau régional qu'on trouve le moyen d'investir plus. Il y a aussi... en tout cas, à suivre, en fait, pour l'année prochaine. S'il faut à un moment donné que les parents aient un prix d'admission, ça va être ça. Mais si on peut rester à l'écart de ça, c'est encore mieux. C'est sûr. Ouais. Alors, Joey Junot, merci beaucoup. Merci à toi. L'édition de la Foire du livre indépendant de Portneuf, la Flip, a accueilli quelques 246 visiteurs dimanche dernier à la salle communautaire de l'Aréna de Donnacona. Une vingtaine d'auteurs et d'autrices portneuvois et portneuvoises, ainsi que quelques exposants étaient sur place pour parler de leurs œuvres et de leur passion du monde littéraire. Plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour une deuxième édition l'an prochain, selon le président et directeur artistique de la Maison de la littérature portneuvoise,
Portneuf-Pornevoise, Michael Landry. D'ailleurs, Michael Landry espérait 200 visiteurs à sa première édition. En plus des auteurs et autrices, différentes activités familiales étaient au programme de la journée, dont l'animation avec Mme Crayon et le général Patente. L'activité était gratuite aux visiteurs et les membres de la Maison de la littérature portneuvoise pouvaient y prendre part gratuitement. Selon Mick Landry, la gratuité pour les membres a été fortement appréciée puisque bien souvent dans les salons du livre, les coûts sont trop élevés par rapport au nombre de livres que les auteurs et autrices peuvent vendre. Selon lui, il faut éviter de comparer son événement au grand salon puisque la force de la FLIP est d'abord et avant tout le contact humain à humain, auteur à public, ainsi qu'une fête entre amis d'une même communauté littéraire portneuvoise. D'autres actualités culturelles et communautaires avec Odile après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Odile. Bonsoir, Michel. Fin de semaine bien remplie et diversifiée à la taverne de Saint-Casimir. Les femmes ont le droit d'y aller à la taverne? Bien sûr, c'est pas une vraie taverne, c'est un nom. Alors, le vendredi 30 mars à 21h30, Pierre-Luc Briand et Isabelle Blais présentent le spectacle Comme dans un film. C'est la version scénique de leur album du même nom qui est sorti en octobre 2016. Même s'ils sont probablement plus connus comme comédiens, tous les deux ont fait partie de bandes auparavant. En plus, Pierre-Luc a une formation en guitare au Conservatoire de musique. Alors, le duo, qui est enfin un couple dans la vie, nous offre un spectacle rafraîchissant et désinvolte qui reflète parfaitement la personnalité et la complicité des deux artistes. Il propose des textes inspirants, teintés de l'humour décalé de Pierre-Luc qui fusionne avec le charme enjoué d'Isabelle. Les musiques folk et country plairont au plus grand nombre. Et voici donc un petit extrait de la chanson « Je suis belle » pour vous donner une idée de ce qui vous attend si vous allez à la taverne de Saint-Casimir ce vendredi 30 mars. Tous les jours à la plage, les pieds dans l'eau, dans un grand coquillage, je bois du Pernod, je suis belle. Je m'en mêle. Et oui, je suis sage, sans libido. C'est vraiment très dommage pour toi, mon coco, je suis belle. Alors, les billets pour le spectacle d'Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand sont en vente au coût de 23 $ et 4. Rendez-vous sur la page Facebook de la taverne pour les acheter. Et le lendemain, le samedi 31 mars à 21h30, Galaxy présente son spectacle Super Lynx de luxe avec en première partie Louis-Philippe Gingras. Louis-Philippe Gingras est, à ce que l'on dit, un constructeur de verres d'oreille et guitariste de formation originaire de l'Abitibi. Gingras aiguise son crayon à la fois gras et précis d'une chanson à l'autre. Il sera seul sur scène pour assurer la première partie de Galaxy. Galaxy, pour ses fans, n'a pas vraiment besoin de présentation, mais pour ceux qui les connaissent peu ou pas, sachez qu'Olivier Langevin et sa gang de Galaxy tentent à nous sortir de la torpeur en nous faisant danser sur une note littéraire moins introspective qu'on leur connaît et une prose toujours aussi près des soirées enivrantes dont on se souvient pas trop. Galaxy transformera sûrement le plancher de danse traditionnel en un espace de défoulement. Les billets donc pour Galaxy et Louis-Philippe Gingras sont disponibles en se rendant à la page Facebook de la taverne, en prévente à 25 $ et à 30 $ à l'entrée.
Tu as du nouveau pour nous d'un jeune auteur, compositeur, interprète de Saint-Raymond. Bonne nouvelle. Oui, James Labrie de Saint-Raymond, là, qui représentait le cégep Limoilou à la finale de la région de Québec de cégep en spectacle, qui a eu lieu le 24 mars dernier au cégep de Lévis-Lauzon, a remporté la bourse Cobsco de 750 $. Et les membres du jury ont apprécié la créativité de son numéro, l'authenticité de son interprétation avec sa composition Un monde de fous et son magnétisme avec le public. Alors, il passe donc à la dernière étape. C'est la finale nationale le 28 avril prochain au cégep de Trois-Rivières. Et une fois de plus, James, on te souhaite la meilleure des chances. Ben oui. Et si vous avez le goût d'aller l'encourager, bien, Trois-Rivières, c'est pas très loin d'ici. C'est un peu compliqué pour trouver les billets. Je vais essayer de vous expliquer ça. Ben, j'avais une instruction, mais en tout cas, je vais me renseigner pour mieux vous renseigner. C'est quand? C'est le 24 Le 28 avril. 28 avril. Oui. Fait que j'ai le temps d'aller chercher pour vous trouver un truc pour les trouver facilement parce que c'était compliqué. Est-ce qu'on a un extrait? Je ne sais pas s'ils mettent l'extrait. Ah, oui. Parfait. Adolescent distrait, aux vêtements trop grands, je passais mes journées entre mon bureau et le divan. J'allais à l'école sans savoir pourquoi, je passais mes cours sans être meilleur que toi. Parce qu'on suit le troupeau, objectif réussite, plus d'argent possible, faut pas faire faillite. 15 ans d'études pour être dans un bureau. Pas grave si t'aimes pas son que ça paye l'hydro. Alors j'ai 17 ans, faut que tu décides ta vie. J'ai dit je veux chanter, là tout le monde a ri. Fait que j'ai pris mes sciences de la direction ingénierie. Réussir en musique, faut croire que c'est de la folie. Hey! Tu nous proposes maintenant quelques activités spéciales pour cette fin de semaine de Pâques. Oui, alors je vous rappelle de ne pas oublier qu'à Pâques, au presbytère, à la sacristie et au centre des Roches de Grondines, de 9h à 16h, des artisans, des artistes et des artisans agroalimentaires seront sur place pour le 25e anniversaire de la cueillette de l'eau de Pâques du Club des fermières. Alors pour plus d'informations, vous pouvez aller voir la page Facebook Expo Vente Artisans de Grondines. Et puis aussi le relais de la Pointe des Écureuils qui invite les familles à venir fêter Pâques de 13h à 16h. C'est gratuit. Il va y avoir de l'animation, des jeux de toutes sortes et une grande chasse au coco de chocolat. J'espère que ça va bien se passer. Des fois, ça... Il y a aussi de la tire sur neige qu'on peut acheter sur place. De la belle visite au chalet en Boiron de Sainte-Christine en avril. Oui, le groupe Curé-Labelle sera au chalet en Boiron le samedi 7 avril prochain à 20h. Curé-Labelle s'inspire de notre histoire pour livrer une musique québécoise originale qui marie tradition et modernité. Curé-Labelle vient de lancer son 3e album, Du soir au matin. Habitué de dénicher ses thèmes dans nos racines afin de mettre en relief le temps qui passe, le groupe pousse cette fois sa démarche un peu plus loin en se penchant aussi sur l'histoire actuelle. Alors, les billets sont en vente au coût de 18,39 $. Et pour vous les procurer, rendez-vous sur la page Facebook au Chalet en Boiron dans la section événements. Et voici un petit extrait de leur vidéo La Cadence. Chaque jour, on se paye des récompenses, on travaille fort sur le contour et on oublie son... Les ateliers d'écriture avec Luc Plamondon, ça revient encore cette année à la Maison Plamondon. Oui, ça va avoir lieu les 31 juillet, 1er et 2 août. Et cette fois-ci, Luc Plamondon sera accompagné de Pépé et sa guitare pour vous guider dans la création de paroles de chansons. Alors, pour avoir plus de détails, allez sur le site web maisonplamondon.com ou sur la page Facebook La Maison Plamondon. Il faut faire vite parce que les places sont limitées et vous avez jusqu'au 27 avril, 16h, pour envoyer votre dossier parce qu'ils sélectionnent les gens. Oui. Finalement, j'ai un petit rappel à faire pour les ateliers de Deschambault-Grondines. Il reste que 3 places pour l'atelier qui vous permet de découvrir les possibilités étonnantes de la teinture indigo. Ça se passe aux ateliers du Moulin à Deschambault le samedi 7 avril de 9h à 16h. Et aussi l'atelier de broderie donné par Dominique Bellemare. Il y a une première partie où les gens sont initiés au point de base, c'est-à-dire le point lancé, le point de tige, le nœud français et le passé plat. Mais les personnes qui connaissent déjà ces points-là vont s'adonner à la peinture à l'aiguille à partir d'un projet imposé. Ça se passe les samedis 14 et 21 avril de 13h à 16h. Et pour plus de détails sur ces ateliers-là, il faut se rendre sur la page Facebook de Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines. Et en terminant, tu nous parles d'une autre primeur au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Oui, on a entendu beaucoup parler de ce film-là cette semaine. Oui. C'est La Bolduc qui va être présenté en primeur le 6 avril au cinéma. Ça se passe au début du 19e siècle. C'est l'histoire d'une mère de famille pauvre et sans éducation qui réussit à sortir sa famille de la misère en devenant une chanteuse folklorique au succès
succès retentissant. Avec en arrière-plan la crise des années 20 et 30 et les premiers élans de la lutte pour le droit des femmes, le scénario retrace la vie de Mary Travers Bolduc. Le film met en vedette Debbie Lynch White, que l'on a connue pour son rôle de l'IPL Nancy Prévost dans Unité 9, et Émile Proulx-Cloutier dans le rôle de son mari. C'est donc une belle sortie à prévoir pour aller revivre cette époque difficile des années de la crise en 1930 avec l'humour et la grande lucidité de cette célèbre Gaspésienne, une artiste au parcours aussi bref qu'exceptionnel. Elle a été la première femme auteure, compositeur, interprète du Québec à connaître la renommée et la gloire par le biais du disque et de la radio. Pour les horaires, consultez le site web de cinéma-alouette.com ou la page Facebook Cinéma et Club Vidéo Alouette. Et toujours sur le même thème, sachez que Steve Normandin présente un spectacle où il reprend des chansons de la Bolduc au Vieux Presbytère de Deschambault le 28 avril à 20h. Steve, c'est vraiment un musicien de talent qui va jouer pour l'occasion du piano, mais surtout de l'accordéon, qui est vraiment son instrument de prédilection. On pourrait vraiment le qualifier d'encyclopédie de la chanson francophone parce qu'il en connaît, c'est incroyable. Et le même soir, il y aura aussi une conférence de l'auteur du livre des partitions des chansons de Mme Bolduc, Lina Raymond, qui est proposée parce qu'elle va faire un lancement, une réédition en fait de son livre. Ça va lancer la réédition de son livre. Alors pour renseignements et réservations, il faut s'adresser à l'école de musique Denis Arcand de Deschambault. Et puis je trouve ça vraiment intéressant quand des activités comme ça se complètent pour nous présenter encore mieux une artiste ou un artiste. Alors, c'est à découvrir. Tout à fait. Merci, Odile. Ça m'a fait plaisir. Bon congé de Pâques. Hey, merci, toi aussi. Merci. D'autres nouvelles après la pause. Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain annonce une croissance de ses primes souscrites de 3 %, ce qui porte son chiffre d'affaires à 49 666 000 au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017. La dernière année a été marquée par un taux de sinistre en hausse en assurance automobile. Un total de 28 085 000 a été remis en indemnité au cours de la dernière année. Parmi les faits saillants en 2017, selon le directeur général Claude Frenette, mentionnons l'ajout d'un sondage de satisfaction pour les membres assurés qui communiquent avec la Société mutuelle, le lancement du nouveau programme de télématique API et la mise en place de l'espace client qui donne accès aux documents d'assurance en ligne implantés dans la région depuis plus de 38 ans. Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain compte 98 employés et 43 414 membres assurés et son siège social est à Saint-Basile. Du 1er au 30 avril se tient dans 8 municipalités de la MRC de Portneuf le défi intermunicipal santé de Portneuf. La population est invitée à bouger en participant aux différentes activités gratuites proposées par les 8 municipalités: Deschambault-Grondines, Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-Raymond et Saint-Uribe. La programmation est disponible sur le site internet siuscn.ca et on peut s'inscrire sur le site web défisanté.ca. On estime que 10 minutes d'activité cardiovasculaire d'intensité modérée procure déjà un impact positif sur sa santé et on invite la population à manger au moins 5 portions de fruits et légumes, bouger au moins 30 minutes et être reconnaissant de 3 choses positives chaque jour. En terminant, depuis le samedi 24 mars dernier jusqu'au dimanche 15 avril se déroule et se déroulera à l'Aréna de Saint-Raymond la 31e édition du championnat de hockey adulte de Saint-Raymond. 65 équipes réparties dans 3 classes participent à ce rendez-vous de fin de saison. Chaque équipe est assurée de disputer 3 parties. La population classe la populaire classe des entreprises est de retour pour une 18e année consécutive. 26 formations de la région de Portneuf et de Québec sont inscrites au tournoi. 24 équipes de classe olympique participent au championnat et proviennent des régions de Portneuf, Québec, Lanaudière, Centre du Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Montréal. Et suite à plusieurs demandes, l'organisation offre maintenant une classe amicale. Et pour l'édition 2018, 15 équipes ont répondu à l'appel.
Les joueurs admissibles doivent provenir de Saint-Raymond et des environs et les joueurs ne doivent pas participer aux activités régulières de Ligue olympique de Saint-Raymond. Les finales de la classe olympique auront lieu ce samedi 31 mars à partir de 17h. Pour ce qui est de la classe entreprise, le tournoi se tient du 2 au 15 avril et les finales auront lieu le dimanche 15 avril à partir de 13h. Il est possible de suivre le tournoi en ligne et en nouveauté en 2018, l'admission générale à l'Aréna de Saint-Raymond est gratuite pour l'ensemble des visiteurs. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Odile, merci à Stéphane et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images de l'exposition des œuvres d'Ariane Bussière à la verrière du Centre multifonctionnel à Saint-Raymond. Bonne semaine.